Bonjour à tous, merci d'être là toujours plus nombreux tous les ans. Donc on est très heureux de vous recevoir. Alors de mon côté, je vais vous présenter une introduction à Neo4j. Donc c'est le bon moyen de démarrer la journée. Alors, je vais commencer par je dirais, le petit rituel des Panama Papers, puisque c'est un très bon exemple que tout le monde ne connaît pas forcément encore. Alors vous connaissez sans doute les Panama Papers, vous savez que ça existe, mais savez-vous que la technologie qui a été utilisée de base de données pour ce projet est Neo4j. Donc, le Consortium international des journalistes d'investigation, l'ICIJ, a bénéficié d'une fuite de données issues d'un cabinet d'avocats au Panama, qui leur ont permis de travailler, de débusquer en fait, des gens qui ont fraudé au fisc et à d'autres choses dans divers pays au travers du monde. En France, il y a d'ailleurs eu un correspondant de l'ICIJ qui travaillait au journal Le Monde. Donc c'est un gros cas d'usage dont on est assez fier, qui explique assez bien à quoi peut servir une base de graphes. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que des fuites de données, il y en a eu d'autres. Il y a eu les Paradise Papers, les West African Papers. Donc en fait, la même base de données, le même système de détection de fraude a été réutilisé au fur et à mesure des fuites de données qui sont arrivées et qui ont été mises dans les mains des journalistes. La base de données et le système a été enrichi. Et ce qui est intéressant avec les bases de graphes, c'est qu'une partie des algorithmes ont pu être réutilisés tels quels. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on recherche ici? C'est des chemins entre des fraudeurs potentiels et des fraudes. Et donc, plus on a de données qui sont ajoutées dans la base, et plus on a de chemins potentiels. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, vous l'avez sans doute vu, c'est passé dans la presse mondiale, un peu partout. On a vraiment eu une couverture médiatique assez importante. Ils ont d'ailleurs gagné l'année dernière un prix Pulitzer pour ce travail. Donc, ce n'est pas un petit travail qui a été fait dans un coin, c'est vraiment quelque chose qui a eu un impact assez important. J'ai d'ailleurs un exemple à vous montrer sur ce qui a été fait sur ce cas-là, et ça va bien illustrer ce que peut faire une base de graphes et comment on traite les données dans une base de graphes. Donc on a recherché ici une personne. Donc une personne est représentée ici par un nœud. Donc ce petit rond représente le nœud, la personne, avec des propriétés qui sont en fait le nom, le prénom, l'âge, ce genre de choses qui sont attachées à la personne. Cette personne possède un compte en banque, qui eux aussi sont représentés par des nœuds et des relations. Donc la personne possède le compte en banque. Donc c'est quelque chose qui est assez simple à prendre en main. Et ce que je suis en train de vous montrer ici, c'est le modèle des concepts métiers. On a cette même personne qui vit à une adresse. À cette même adresse vit une autre personne. Donc ici, on a un couple qui pourrait habiter ensemble à la même adresse. Madame est directrice d'une société, pourquoi pas, on continue à avoir des choses à peu près normales. Mais là, on commence à se poser des questions, en tout cas on peut se poser des questions, parce que madame, en fait, est directrice d'une société qui est une banque enregistrée aux Bahamas. On a donc un lien tout à fait indirect entre le compte en banque de monsieur et le travail de madame et une banque aux Bahamas. Et ce qui est intéressant ici, c'est que cette histoire-là, c'est l'histoire à peu près du Premier ministre islandais. Donc, je ne sais pas si on avait entendu parler, on n'en a pas trop parlé dans la presse française, mais globalement, ils ont quand même réécrit leur constitution, ces gens-là, en Islande, à l'issue de ce travail-là, à l'issue de la crise financière, mais ce travail-là a compté. Le monsieur a fini en prison suite à ces détections-là. Donc, comme quoi les graphes peuvent avoir un impact assez important, même sur nos vies, puisqu'ici, on parle de réécrire une constitution d'un pays d'Europe, qui est assez voisin d'ailleurs. Le modèle des concepts métiers, à un moment, il faut mettre les données dans le dur, dans la base de données, il faut les stocker quelque part. Et ça, c'est le modèle physique. Donc souvent, quand on pense à SQL par exemple, ou à d'autres technos, le modèle des concepts métiers et le modèle physique sont des choses qui sont différentes. Donc on a des difficultés du coup à communiquer entre les équipes techniques, les équipes métiers, puisqu'on ne parle pas la même langue. Il est aussi difficile de passer d'un monde qui n'est pas tabulaire, hein, c'est le monde réel dans lequel on vit. Je vous rappelle que notre cerveau est un ensemble de neurones qui sont interconnectés par des synapses, donc on a quand même l'habitude de représenter les choses sur des tableaux blancs de cette manière-là. Donc c'est intéressant de savoir qu'avec une base de graphes, on peut représenter les données sur le disque dur, avec les informaticiens, d'une manière très proche de ce qu'on fait dans le métier. Donc, les deux notions principales qu'on a dans une base de graphes comme Neo4j vont être les nœuds et les relations, sachant qu'on peut attacher aux nœuds et aux relations des propriétés qui sont des clés-valeurs, qui sont comme le nom, le prénom, ce genre de choses. Concernant les relations, elles sont typées. Donc vous définissez des relations. Vous voyez que les relations n'ont pas le même nom. Donc on peut choisir de traverser certains types de relations ou certains autres.
Le dernier point, la dernière notion qui est intéressante ici, c'est ce qu'on appelle des labels. Ce sont en fait des tampons qu'on met sur les nœuds. Ça revient aux tables en SQL. C'est-à-dire qu'on peut stocker les nœuds du même type, on peut définir que les nœuds en rouge sont par exemple des personnes. Ce travail a été effectué sur une base de données qui est assez importante, hein, puisqu'on parle de 11,5 millions de documents, qui sont des documents qui sont de tout format. On avait du PDF, on avait des documents scannés, des emails, une toute petite base de données. Donc il y a eu un travail de mise au format de la donnée, dans un format qui était somme toute non structuré, vers du semi-structuré à la Neo4j. Ce petit pattern, qui est un pattern de suspect, frauduleux potentiel. Il a fallu le retrouver au sein de cette base de données qui elle était assez importante, immense, que vous pouvez d'ailleurs télécharger sur le site de l'ICIJ, icij.org, et vous pouvez télécharger directement la base de données Neo4j et jouer avec. Donc vous pouvez utiliser Kettle pour faire des modifications. Vous verrez la présentation de Matt juste après, par exemple, qui est l'ETL dont on a parlé, et travailler sur les données. Donc il fallait un outil qui soit performant, pour traiter les données connectées, ce qui explique le choix du l'ICIJ. Neo4j est une base de données de graphes native, c'est-à-dire que les données sont stockées sur le disque dur au format graphe. Ça veut dire que ce n'est pas un moteur qui va calculer des choses sur la base d'une autre technologie. Si vous utilisez Neo4j, on est graphe du sol au plafond. Et c'est ça qui explique la rapidité. C'est qu'on n'a pas besoin de calculer les jointures à chaque fois qu'on va requêter sur le graphe. Les jointures sont calculées une fois au moment du chargement. Ce qui veut dire que lorsqu'on accède aux données, il suffit de lire. Et donc on économise tout le temps de calcul, qui produit d'ailleurs assez régulièrement, lorsqu'on va en profondeur, des produits cartésiens sur des technologies qui ne sont pas graphes natives. Alors, parlons popularité de ces technos, des bases de graphes, et notamment des bases de graphes natives. Alors c'est un classement DB Engine. DB Engine, c'est un site qui référence toutes les bases de données du monde et qui fait des classifications. Vous pouvez aller voir. C'est complètement, c'est assez transparent. Ils expliquent assez bien sur le site quelle méthodologie ils mettent en place pour calculer la popularité et d'autres critères. Donc je vous invite à aller voir sur DB Engine pour vérifier tout ça. Ce que vous voyez ici, ce sont les courbes des bases de données, je dirais, non graphes. Donc vous avez une idée de la popularité estimée selon DB Engine. Et ce qui est intéressant de remarquer, en tout cas pour nous, très intéressant, c'est que les bases de données de graphes sont les catégories, depuis longtemps, la catégorie la plus populaire des bases de données. Donc effectivement, il y a un peu de buzz, il y a beaucoup de bruit autour des bases de graphes, mais je pense que c'est avéré, et on le voit déjà de par les clients qui utilisent Neo4j. On va en parler après. Alors, les usages. Qu'est-ce qu'on en fait de ces bases de données? Pourquoi elles sont populaires? C'est la question. Le premier usage, c'est la recommandation temps réel. Donc finalement, on va rechercher des produits que vous et moi, on pourrait avoir en commun. On ne se connaît pas, hein, mais la base de données du vendeur de e-commerce, elle nous connaît. Et elle sait très bien qu'on a acheté des choses en commun. Et notamment, moi j'ai acheté, il n'y a pas très longtemps, un petit drone, par exemple, que vous devriez peut-être regarder. Parce qu'on a acheté plein de projets, plein d'objets connectés en commun. Et donc ce petit drone que je viens d'acheter, vous devriez le regarder. C'est le principe de filtrage collaboratif. Et la beauté des graphes pour ce genre d'usage, c'est le temps réel. C'est-à-dire qu'on est capable de faire des calculs de ce type-là, qui sont des calculs extrêmement connectés, qui coûtent très cher dans les bases de données relationnelles ou d'autres types qui ne sont pas du graphe natif, et qui sont extrêmement rapides avec Neo4j. C'est un cas d'usage chez Walmart, qui est quand même la première société du monde, hein, c'est la plus grosse société du monde, mais il faut dire qu'Amazon leur fait un peu peur. Donc ils ont intérêt à, je dirais, rentrer dans le web le plus rapidement possible, et on les aide à ça. La détection de fraude, c'est un cas d'usage dont on a parlé juste avant. On a en France plusieurs clients qui utilisent Neo4j dans ce but-là. On a notamment Before qui est une filiale du Crédit Agricole qui utilise Neo4j. On a une autre filiale du Crédit Agricole que je ne peux pas nommer pour l'instant, qui utilise Neo4j. On a Orange Bank qui utilise Neo4j en France. Donc on a vraiment un engouement important. Je sais qu'il y a des gens dans la salle qui s'intéressent à Neo4j pour la détection de fraude ou la cybersécurité. C'est un autre modèle de fraude qu'on peut rechercher avec une base de graphes. La gestion des réseaux IT, donc typiquement, il n'y a rien de plus logique que de mettre dans une base de graphes quelque chose qui est naturellement un graphe. Donc la transposition se fait tout à fait simplement. C'est un cas d'usage qu'on a en France aussi, Sophia Antipolis chez HP.
Gestion des données, MDM. Alors, on trouve ce cas d'usage dans beaucoup de projets. Il s'agit d'être capable de référencer, par exemple, un client qui peut avoir plusieurs casquettes dans différentes bases de données et d'être capable d'identifier les différentes occurrences du même client. Et donc ça se représente bien dans un graphe parce qu'on peut avoir les occurrences du même client qui sont des nœuds différents et je dirais la vérité, l'enregistrement principal qui est connecté à toutes les occurrences. Donc c'est quelque chose qu'on fait chez Cisco notamment. Recherche basée sur les graphes. Alors quand on fait de la recherche, nous humains, on fonctionne par association. C'est comme ça que les gens qui travaillent sur la mémoire, les champions mémoire fonctionnent par association. Donc en fait, par exemple, vous n'allez peut-être pas vous rappeler de moi, vous allez peut-être vouloir rentrer en contact avec moi après la présentation, mais vous ne vous rappelez plus de mon nom, ce qui est logique. Donc vous allez chercher sur Internet et vous allez chercher responsable France Neo4j. Et vous allez tomber du coup sur moi. Donc vous allez chercher quoi d'abord? Pas Cédric. Vous allez chercher Neo4j. Ensuite, vous allez chercher responsable France ou France. Et là, vous allez me retrouver. Donc vous allez fonctionner par rebond. Donc votre cerveau fonctionne comme ça. Du coup, c'est pas idiot d'ajouter à un moteur de recherche d'entreprise, pour vos clients ou pour vous-même en interne, des fonctions de recherche dans le graphe, pour être capable de rebondir comme ça d'une notion à l'autre. Donc c'est quelque chose qu'on fait à la Lufthansa. Le contrôle d'accès. Donc ça aussi, c'est un graphe. Aujourd'hui, on va stocker les accès dans des annuaires LDAP ou autres, qui sont des bases de données en quelque sorte hiérarchiques. Donc le problème d'une base hiérarchique, c'est qu'on a des difficultés pour passer d'une feuille à l'autre. Donc une hiérarchie, c'est un arbre. Un arbre avec des feuilles, des terminaisons. Et comment je fais lorsque je veux interconnecter deux feuilles? Eh bien, je suis obligé, dans mes calculs, de repasser à chaque fois par le point commun avant de pouvoir retourner à l'autre feuille. Et ça pose des problèmes de performance, mais pas que. Aussi des problèmes de qualité de données. Et pour les droits d'accès, c'est embêtant. Parce que quand je veux donner, je dirais, des droits d'accès différents à la même personne, je vais copier-coller la personne dans les différentes branches. Et quand la personne s'en va ou change de service, comment je fais? Je suis obligé de rechercher dans tout mon arbre toutes les occurrences de la personne pour éviter les trous de sécurité. Et bien dans un graphe, c'est un même nœud. C'est juste cette personne est connectée directement à des ressources, une salle de réunion, un bâtiment ou autre chose. Et donc c'est quelque chose qu'on fait chez UBS. Alors les défis globaux qu'on voit chez les sociétés, c'est à peu près ce que je vous ai dit. Vous avez différents verticaux qui sont à chaque fois couverts dans les entreprises par des logiciels différents. Soit on va développer un logiciel spécifique pour un besoin pour les clients, les produits ou autres, soit on va acheter des logiciels qui embarquent leur propre base de données. Et parfois, dans ces logiciels, on a des problèmes de performance, quand on fait trop de jointures. Dans ce cas-là, en général, vous venez nous voir. On vous apporte une solution liée à ces problématiques de performance, mais pas que. Rappelez-vous le graphe qui est quand même naturel en représentation pour certains cas d'usage. C'est plus facile de parler au métier quand on parle la même langue que la technique. Et le métier, quand il parle la même langue, c'est quand même plus simple. Donc, dans ce cas-là, vous venez nous voir. Un cas qui est encore plus intéressant, j'ai parlé du MDM tout à l'heure. Là, on y est, on essaye de croiser les données d'une base de données à l'autre. Donc pourquoi pas avoir une couche au-dessus avec une base de graphes qui aurait, je dirais, la vue d'avion des données et de toutes les occurrences de vos données similaires dans les différents silos. Donc ça, c'est des projets qu'on a très souvent lorsqu'on veut intégrer une base de graphes. On va d'abord s'intéresser à une source de données et puis on va compléter, comme les Panama Papers, on va rajouter des sources de données différentes au sein du système et en tirer de la valeur, sans pour autant toujours devoir modifier toutes les requêtes. Alors 76% des entreprises, des 100 plus grosses entreprises du monde utilisent un Neo4j, donc ont acheté le logiciel ou l'utilisent pour certains en open source ou l'ont évalué. Donc c'est quelque chose qui est assez important, dont on est assez fier. Rick l'a dit tout à l'heure, ça fait maintenant 6 ans qu'on a ouvert le marché en France et les entreprises françaises ont vraiment contribué à ça. On a, vous verrez le paysage tout à l'heure des entreprises, un certain nombre de clients importants en France. Donc ça vous dresse un tableau, hein, on retrouve ça dans la finance, dans le logiciel, dans la logistique. On va voir tout à l'heure dans la finance, on va voir Crédit Agricole. Dans le logiciel, on va voir Cast Software. Alors, vous voyez, on est présent dans tous les domaines et à chaque fois, on parle vraiment aux grosses entreprises. Mais pas que. On a aussi un programme Startup qui vous permet, si vous êtes une petite société, de démarrer un projet Neo4j, soit gratuitement, soit à un tarif très intéressant en fonction de votre position. Alors un petit paysage de société, ça vous donne une idée rapide des entreprises qui utilisent Neo4j. Je vous invite à aller sur le site de Neo4j, vous aurez une version plus à jour de cette diapo. Cette diapo est un peu ancienne, elle mériterait une belle mise à jour. Alors qu'est-ce que Neo4j aujourd'hui?
c'est un point intéressant parce que ça fait 4 fois qu'on vient ici au Panpiper, on a des événements récurrents, et je pense qu'il y a parmi vous des gens qui connaissent déjà Neo4j ou qui ont évalué Neo4j par le passé, qui ont peut-être eu un succès ou pas, et qui peut-être aimeraient savoir où on est arrivé aujourd'hui, où est Neo4j aujourd'hui. Et donc, je vais vous présenter les grandes fonctionnalités qui sont intégrées dans le produit aujourd'hui. Le premier point, c'est le clustering. En gros, le principe, c'est à chaque fois que je vais rajouter des machines dans un ensemble de machines, dans un cluster, je vais donc pouvoir améliorer mes performances. Donc, je vais simplement rajouter des machines dans mon système, ce qui va me permettre d'améliorer les performances en lecture de manière assez drastique. Donc, ça me permet d'échelonner toutes les lectures. Ça me permet d'accéder à des tâches de haute disponibilité. L'avantage aussi d'un cluster, c'est que si une machine tombe en panne, j'en ai encore 2 qui tournent. Et donc je suis encore d'ailleurs disponible, hautement disponible, en tout cas répliqué. Donc les performances, haute disponibilité et échelonner tout ce qui est lecture. Un autre point qui a été ajouté cette année, en fait, il s'agit du multi-clustering. Donc là, vous avez un cluster à part entière avec 3 machines qui est composé de graphes disjoints. On va s'intéresser de plus près à cette partie en couleur, ces graphes en bleu et en vert. On va créer un nouveau cluster et on va déplacer les graphes en bleu. Et donc on va pouvoir, de cette manière, améliorer les performances en écriture, en répartissant des graphes disjoints sur différents systèmes, et ça géré de manière rapide par le système Neo4j Entreprise. On va faire la même chose pour le graphe vert, donc on va rajouter un cluster. On parle bien de cluster à chaque fois, hein. Donc 3 machines en l'occurrence ici pour cet exemple, ce qui me permet d'échelonner les écritures. On a vu les lectures, là on voit les écritures. On est de nouveau hautement disponible, et tout ça avec des performances qui sont évidemment accrues à chaque fois. Si on regarde ce système et on pose ça sur une carte, on se rend compte que tout de suite de l'intérêt que ça peut avoir. Donc on peut avoir une répartition géographique de ces clusters sur différents data centers pour ajouter encore de la sécurité, rajouter encore de la performance par de la proximité des serveurs qui seraient proches des utilisateurs. Un point qui a été ajouté en plus de tout ça, c'est le géospatial. Donc on me l'a demandé ces 6 dernières années, et il a été ajouté il y a peu. Donc vous avez ici une personne qui va chercher, on est en France après tout, hein, les restaurants à proximité. Ça, on le fait avec cette requête toute simple. Alors je l'affiche ici pour les informaticiens qu'il y a dans la salle ou les geeks curieux. La présentation sera partagée, donc vous pourrez décomposer la requête plus tard. Mais vous voyez qu'elle n'est pas extrêmement complexe. On fait ici du Cypher. Donc Cypher qui est un langage qui a été développé par Neo4j dans le but d'être le langage de référence pour les graphes. L'objectif de Cypher, c'est de faciliter l'écriture de ces jointures qui peuvent être complexes. Parfois, en SQL ou avec d'autres technos, on peut écrire des pages et des pages de code pour pouvoir requêter sur sa base de données. Eh bien, avec Cypher, on peut gagner beaucoup de temps de développement parce que le langage est dédié à la techno, à la base de données de graphes. On organise régulièrement d'ailleurs des formations. Il ne faut pas hésiter à vous inscrire aux formations. C'est visible sur l'agenda des événements sur le site de Neo4j. Vous cherchez les événements Europe et vous cherchez Paris dans la liste et vous tomberez sur les événements qui ont lieu à Paris, les formations notamment. Alors le jeu spatial, on l'a vu sur un plan. Vous aviez une carte, une projection sur une carte. Ici, on va regarder un immeuble sur lequel on va rajouter une projection en 3D. Donc on va avoir l'axe Z. On va retrouver un étage. Et donc on va pouvoir retrouver la salle de réunion la plus proche de là où on se trouve. Donc c'est le même principe que les restaurants, mais avec l'axe Z en plus. Parlons performance aussi. On a amélioré drastiquement les performances grâce à un changement de notre système d'indexation. Avant ce système-là, les données étaient indexées avec une technologie qui était très efficace à l'époque, qui s'appelait Lucene. Aujourd'hui, on en est sorti et on utilise une indexation native au format graphe. C'est-à-dire qu'on fait du graphe. On traite du graphe, on a développé un langage de graphe, on a développé une base de graphe native qui stocke les données au format graphe sur le disque dur. Il était logique, à un moment ou à un autre, d'avoir un système d'indexation qui soit lui aussi basé sur du graphe. Donc évidemment, c'est des benchmarks, donc on peut faire dire ce qu'on veut à un benchmark, mais on les utilise quand même pour améliorer notre produit, pour tester notre produit avant de vous le mettre dans les mains. Donc vous voyez que sur certaines requêtes, on a vraiment vu une amélioration drastique des performances, et je pense que vous les ressentirez.
La partie analytique dans le graphe est importante aussi. Alors les analyses dans le graphe, c'est des algorithmes qui vont être exécutés sur la totalité du graphe. On a vu juste avant plutôt des algos de parcours. Là, on va avoir des algos qui vont consommer un peu plus de puissance. Par exemple, on va avoir 3 types d'algorithmes. Le premier, c'est l'algorithme de centralité, qui vous permet, par exemple, de trouver des influenceurs qui vont être autour de vous pour vous aider à positionner un produit, par exemple. Qui est-ce que je dois toucher pour pouvoir positionner ce produit et toucher le plus de personnes? Peut-être que je n'ai pas besoin de toucher tout le monde, mais en touchant l'influenceur, je vais toucher un grand nombre de personnes. Quel est le blogueur que je dois contacter pour vendre ma base de graphes, par exemple? Des algos de recherche de chemin. Donc c'est le voyageur de commerce, c'est eBay, qui veut livrer en moins de 2 heures avec Neo4j. Détection de communautés. On parle de détection de fraude, par exemple. Des communautés de fraudeurs. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont intelligents et fraudent de manière intelligente. C'est plus une personne toute seule. Les gens se cachent derrière des poupées russes et le font en groupe. Donc, il faut des algos qui soient adaptés à la hauteur des défis qu'on rencontre aujourd'hui avec la complexité des fraudes. Mais pas que. Un connecteur Cypher pour Apache Spark, en ayant pour objectif de faire du calcul distribué de graphes directement en Cypher. Donc c'est quelque chose qu'on supporte et avec lequel on travaille assez durement. L'IA et l'apprentissage, donc le machine learning, ce sont aussi des segments de développement importants de Neo4j qui ont été mis en place dès l'année dernière et enrichis encore cette année et qui vont continuer à être enrichis à l'avenir. Je vous invite à rester jusqu'à la fin pour la présentation de Benoît, qui est extrêmement intéressante. Elle parle de laquelle manière les machines vont dominer le monde demain. Ou pas. Je vous invite à rester et à écouter ce que dit Benoît, c'est assez intéressant. Neo4j Bloom, alors je ne veux pas faire de spoiler sur la présentation de Rick qui va arriver tout à l'heure, mais on va vous le présenter plus en détail avec le cas d'usage de la fraude justement. Il s'agit d'un outil qui permet de visualiser, d'analyser une base de données de graphes. Donc vous pouvez avoir une couche supplémentaire de visualisation, découvrir vos données. En fait, si vous connaissez le Neo4j Browser, c'est l'équivalent du Neo4j Browser qui sert pour le développeur pour requêter, pour afficher ses données, mais pour le métier. Pour faire du Neo4j Bloom, vous n'avez pas besoin de développer. C'est l'objectif de ce produit qui est sorti au mois de juin, donc il est tout récent. Et d'ailleurs, on a eu en France, les 2 premiers clients qui ont été signés dans le monde ont été signés en France, pour information. Alors un exemple rapide, mais vraiment je ne veux pas trop prendre de temps là-dessus, puisque vous allez le voir avec Rick. Vous voyez que c'est un outil assez complet qui permet de parcourir ces données sans devoir coder. Alors on a regardé le passé, regardons maintenant l'avenir. Neo4j 3.5 qui est au bout de la route, au coin de la route. Il devrait sortir avant la fin de l'année, intègre un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires. Donc par catégorie, on a des fonctionnalités notamment pour les développeurs avec des fonctions de recherche plein texte, un pilote pour le langage Go et un framework pour écrire des pilotes. C'est-à-dire que si jamais vous avez un langage qui ne serait pas supporté aujourd'hui officiellement par Neo4j, ce qui est quand même difficile à trouver, mais ça peut arriver, vous avez la possibilité d'écrire votre propre pilote avec ce framework. Les performances ont été aussi améliorées. On a refait une passe sur les index natifs pour améliorer encore les performances des index natifs que vous avez vu tout à l'heure. La courbe de performance, elle est encore montée. Des tris plus rapides. Il faut savoir que le tri en informatique, c'est l'un des défis récurrents. En ayant un bon algorithme de tri, on arrive à avoir énormément de performances avec n'importe quelle application d'ailleurs. Donc on a amélioré encore les algorithmes de tri internes et vous verrez des performances accrues. Les transactions aussi. Ça, c'est quelque chose qui était beaucoup demandé, améliorer les écritures. Donc, vous l'avez vu tout à l'heure avec une meilleure gestion du clustering. On est capable d'améliorer les écritures, mais on est aussi capable de les améliorer en ayant une meilleure gestion des transactions d'écriture en elles-mêmes. Donc, lorsque vous avez notamment du volume, beaucoup de volume en écriture, ça va plaire à nos clients qui consomment pas mal, comme Airbus par exemple. On va améliorer ce point-là. L'intelligence artificielle, donc Benoît vous en parlera tout à l'heure, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais globalement vous avez un certain nombre de fonctions, dont des algorithmes spécifiques d'IA qui ont été ajoutés dans le système. Donc des parcours aléatoires, PageRank personnalisé, PageRank c'est Google, vous pouvez faire de propre Google à la maison. Algo de similarité, donc l'index de Jacquard qu'on a appris en maths à l'école. L'apprentissage dans le graphe,
donc le machine learning, le graph learning, comme on le dit chez nous, et les parcours profonds à l'intérieur de votre graphe. Donc on a un ensemble d'algorithmes qui sont présents, que vous pouvez paramétrer pour vous simplifier la vie dans votre travail de statisticien sur la base de données. Le dernier point, c'est la sécurité, avec notamment... Alors, ce que vous voyez ici, c'est qu'un petit tableau. Hein. Il y a énormément de fonctions qui ont été ajoutées au produit. Vous pouvez voir d'ailleurs, si vous êtes développeur, vous pouvez aller sur GitHub pour voir la totalité du changelog. Donc, cryptage intra-cluster, pour que les données d'échange entre les clusters, les instances du cluster soient cryptées, et une résistance à l'attaque au changement de nom, donc qui est quelque chose qui était demandé par nos clients. Disponible avant la fin de l'année. Alors Rick l'a annoncé tout à l'heure, en fait c'était annoncé depuis un peu plus d'une semaine. On est très heureux d'avoir réalisé cette levée de fonds, 80 millions de dollars. Donc c'est vraiment quelque chose qui est intéressant dans le monde des startups, qui va nous permettre d'embaucher des développeurs et renforcer nos équipes. Et pas que des développeurs, on va embaucher un peu tous les profils, mais il va y avoir beaucoup de développeurs qui vont être recrutés, plusieurs dizaines l'année prochaine, dans le but d'améliorer le produit. Donc regardez bien ce qui va se passer sur l'avenir de Neo4j. À mon avis, vous allez voir beaucoup de changements, je dirais à partir de la mi-fin 2019. Il faut le temps d'ingérer les nouveaux employés. Je vous remercie pour votre présence encore une fois